Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans le vrai monde. Ce soir, nous rencontrons Delphine Deloger, dont le film Rien à perdre est à l'affiche depuis 3 jours. Bonsoir Delphine Deloger. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, comme quelques jours après la sortie. Et quelques mois après la présentation de votre premier long-métrage de fiction Rien à perdre à Cannes. Oui. Alors, quand un personnage dit « mon corps ne suit plus », on s'attend à ce que ce soit Sylvester Stallone dans Rocky 22, avant un combat difficile. Sauf que là, c'est un des personnages de votre film qui est un adolescent et qui n'arrive plus même à jouer de son instrument de musique. Et là, on comprend que votre film, les personnages vont prendre des coups. Exactement. C'est vrai que c'est un film, en fait, je pense que j'ai construit déjà à partir de personnages plus qu'à partir d'un sujet. Et moi, souvent, je dis que j'avais envie de le construire un peu comme un western, mais c'est aussi un film un peu de combat, mais où tout le monde va prendre des coups. Mais un peu comme sur un ring, j'avais une envie surtout de spectacle, mais forcément de filmer ce qui se passe presque dans le hors-champ aussi du ring, en fait. D'ailleurs, votre film a failli s'appeler Rodéo. Exactement. Mon film devait s'appeler Rodéo, puis finalement il y a un très beau film qui est sorti et qui s'appelait Rodéo. Mais c'était un peu dans cette volonté, effectivement, de la lutte un peu impossible face à quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et du côté un peu up and down, comme ça, mais qui reste encore une fois dans le spectacle où on attend la chute. On la redoute autant qu'on la souhaite et en se disant jusqu'à temps comment ça va se finir, alors qu'on connaît souvent la fin, mais on a ce plaisir-là du show. En fait, il y avait quand même ce désir-là dans le film avant tout. Alors, votre film raconte beaucoup de choses, mais avec en fil conducteur une maman, Sylvie, jouée par Virginie Efira, qui perd la garde de son fils cadet. Il y a 3 jours est sorti aussi le nouveau film de Denis Arcand, le réalisateur québécois, et qui s'appelle Testament. Et Denis Arcand était à votre place il y a quelques mois, et il a fait un film célèbre qui s'appelle Le déclin de l'Empire américain. Il disait que, pour parler de toutes ces vies de couple qui s'enchevêtraient, il n'avait pas cherché dans ses souvenirs, mais il avait fait quasiment un sondage auprès de ses amis, pour essayer de trouver la substantifique moelle des rapports amoureux hommes-femmes. Et vous, à la fin de votre film, j'ai regardé qui vous remerciez. Et il faut toujours, je dis ça d'ailleurs à tous celles et ceux qui nous écoutent, il faut toujours rester jusqu'au bout d'un générique. Et là, vous remerciez les parents, des parents anonymes pour nous, qui vous ont confié leur histoire. Oui, c'est vrai que... pour inspirer, moi j'avais jamais vraiment écrit de scénario de long métrage avant, j'ai écrit seul, et donc on va puiser forcément quelque part. Et c'est vrai qu'on peut aller puiser dans un livre, on peut aller puiser dans sa vie, peut-être qu'en venant du documentaire, mais c'est un refuge facile de dire ça, parce que je pense que chaque cinéaste va chercher là où il peut, en fait, entre guillemets, l'inspiration, ou ce qu'il travaille. Et j'ai eu besoin, pour le scénario, de parler avec énormément de familles, pour effectivement pas rentrer dans ces histoires de placement, dans ce que eux avaient au fond vécu. Donc c'est pour ça que tous ces entretiens se sont faits surtout par téléphone, mais pour essayer de décortiquer une sorte de mécanique qui était celle qu'avaient l'air de vivre tous, en tout cas, d'un côté comme de l'autre. Et forcément, après, de le transposer dans un film, mais ça me semblait inévitable, mais même pour m'inspirer, et pas pour un principe de réalité, mais de justesse, après, de ce qui allait se dessiner au cours du film. Donc parfois, on demande à des chanteurs, est-ce que c'est les paroles qui sont venues avant la musique, ou la musique qui est venue avant les paroles ? Vous, c'est le thème ou les personnages qui ont fait l'amorce principale ? Les personnages. Je pense que c'est même le premier des personnages, c'est Jean-Jacques. Longtemps, le film a été écrit de son point de vue. Le fils aîné. Ouais, le fils aîné. Je pense que j'avais envie ensuite d'avoir quelque chose autour de la famille, mère-fils, quelque chose d'assez classique.
mais de personnages un peu réjouissants, un peu qui m'interrogent, qui sont pas moi, mais qui pourraient être moi. Enfin voilà, qui sont aussi des gens donc j'avais vraiment ce désir-là de cette femme-là et de ce jeune ado. Alors votre film, donc Rien à perdre, parle beaucoup donc du lien familial compliqué et du lien social. Depuis quelques années, il y a énormément de films dont l'action se situe à un moment dans un tribunal. Je pense à Anatomie d'une chute, je pense même à Je verrai toujours au visage ou le procès Goldman. Est-ce que vous pensez que c'est une queue de comète du mouvement des Gilets jaunes ? Cette envie d'en découdre, de montrer des individus face à la loi. Face à la loi, exactement. Je pense qu'il y a à la fois il y a quelque chose de la société, il y a quelque chose aussi du cinéma. Il y a quelque chose qui est de l'ordre peut-être de thématiques où on commence pas à avoir de prise, où des choses nous échappent. Et je sais pas, je vais parler peut-être pour moi. D'un seul coup, certaines institutions, mais peut-être la justice, mais la démocratie au sens large, du coup, nous interroge. Et la manière dont on est regardé individuellement dans notre intimité. Et parce que la frontière, elle est floue. À la fois, c'est totalement nécessaire de venir regarder chez les autres, mais vraiment nécessaire. Moi, je suis complètement pour. Et en même temps, c'est extrêmement troublant, puisque ça crée des sociétés totalement inégalitaires, totalement biaisées, totalement choquantes à des endroits. Et on est au carrefour de ça. Et ensuite, je me suis un peu aussi interrogée par rapport à ces questions-là, et au cinéma, comment il peut s'emparer des questions sociales, parce que et qu'il y a quelque chose peut-être qui est... Et là, c'est plutôt bien, moi j'aime bien, que le cinéma reste un espace aussi où c'est pas forcément la société qui remet de l'ordre finalement, et c'est peut-être l'individu qui peut retrouver son destin. Il y a peut-être une volonté de dire un peu... Alors, je ne parle pas des autres films, mais de dire que l'individu peut reprendre son destin en main et que ce n'est pas la société qui peut tout gérer. C'est un drôle de discours que je ne tiendrai pas forcément en dehors d'une salle de cinéma, mais je trouve que le cinéma, il n'est pas là pour effectivement véhiculer que la société est plus forte que l'individu. Il y a quelque chose autour de ça qui, moi, me questionne en tant que citoyenne en dehors de la salle et dans la salle de cinéma, dans le principe de création, qui n'est pas tout à fait finalement le même point de vue, la même place. Ouais, ce qui m'a frappé dans votre film, Delphine Delogé, c'est que on a l'impression que tout le monde essaye de faire de son mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de figure du mal dans le film ou d'adversaire. Votre film, c'est pas le bon versus les méchants, c'est le bon et les perdants. Oui. C'est forcément... j'ai vraiment écrit le film en me mettant aussi dans les baskets de tout le monde et en étant tout le monde à la fois. Ça, c'était important, même si à un moment donné, je choisis un point de vue et que je veux assumer jusqu'au bout par rapport au personnage de Sylvie, qui est donc cette mère. Et c'est vrai qu'il y avait un besoin de raconter peut-être au-delà des histoires de placement qui m'intéressent, mais qui, pour moi, ne font pas un film. C'était dans une thématique beaucoup plus large, comment une société, à un moment donné, en voulant peut-être créer le bien, en ayant tout ce qu'il faut parfois à des endroits, pousse des gens vers la sortie. Et comment, aujourd'hui, on peut se retrouver sur le carreau, comment on se sent éjectable, comment, du jour au lendemain, on peut être pointé du doigt en n'étant pas une bonne mère, comment on peut perdre son emploi du jour au lendemain, comment ça crée une pression et comment ça use les individus, ça use le lien social, la famille, la solidarité, les amis, et de le traiter de manière aussi assez joyeuse quand même dans le film. Mais ça il y avait effectivement, oui, ceux qui, puis peut-être en venant, peut-être par mon parcours, une envie de pointer la caméra sur ceux qu'on regarde pas vraiment parce qu'on se dit oh là là, ça va glisser vite. Mais même si le personnage de Sylvie, à bout de souffle, donne un coup de tête à une assistante sociale, elle s'excuse après, mais on a l'impression que votre film donne l'impression que nous sommes tous et toutes dans la même galère, et comme je disais tout à l'heure, chacun fait de son mieux, et que finalement l'ennemi, c'est aussi le temps. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé dans votre film, c'est quand un des personnages dit « c'est difficile de se reposer ».
Ouais. Elle dit même ça prend du temps. Ça prend du temps. De se reposer. Faut pas croire. Et c'est vrai que y a quelque chose où on a l'impression qu'on rattrape jamais le train qu'on a raté. Et on nous force à reprendre à chaque fois un train. Et donc, on est sans cesse essoufflé. Et on a beau dire repose-toi, comme calme-toi, ça ne pourra jamais fonctionner réellement. Et j'ai pas de solution, mais je trouvais intéressant d'acculer aussi des personnages totalement un peu au bout, à une frontière, où individuellement on pourrait se reconnaître, où on reconnaît des gens à cet endroit-là. Et vous, la veille du premier jour de tournage, la veille à 23h, vous étiez plutôt verveine, vous étiez plutôt boostant, vitamine. Comment vous vous êtes préparé quand on fait un film sur le temps, quand même, sur la lutte contre le temps, vous venez d'en parler, comment est-ce qu'on le gère, le temps, dans la préparation ? C'est un peu la même chose. Hein. On se retrouve vite aussi dans une énorme machine où on espère de ne pas se faire broyer parce que on appuie sur un bouton quand on part en tournage et chaque jour suffit sa peine et c'est quand même un sacré marathon et un peu un match de boxe parfois. Mais c'est il faut tenir. Après on est un peu pareil dans le même bateau tous. Moi la veille je suis moi, j'avais une crainte un peu, je me disais, est-ce que au final, au moment où on va vraiment se dire, on tourne, action, on va être sur la même longueur d'onde, en fait, c'est ça. Est-ce que finalement, les mots que moi je vais employer, les mots que j'ai écrits, même les discussions, est-ce qu'au fond, encore une fois, si on reprend même une thématique, est-ce que c'est vraiment compris ? Parce qu'on dit des choses et puis finalement il y a le hors-champ des choses aussi, il y a les curseurs, la manière dont on dit un mot. Et donc j'avais un peu peur de ça parce que c'était un film où je voulais aussi que ça joue, je voulais qu'il y ait de la puissance de jeu, je voulais que ça... mais je voyais bien l'écueil peut-être du pathos, de l'hystérie, des choses comme ça, et ça j'avais un peu peur, et je me disais comment décharger ça si jamais ça y est pas. Donc je suis complètement rassurée, mais voilà, ça c'était vraiment ma crainte. C'est encore une fois peut-être moi et les autres, quoi. Mais vous n'avez pas répondu. C'est-à-dire verveine ou euphorisant ? Verveine. Alors avant d'écouter la bande-annonce de votre film, Delphine, on a un petit rituel dans cette émission. Je ne vous ai pas prévenu. Non. Pour l'instant, il n'y a pas eu de plainte des invités. D'accord. Est-ce que vous auriez la gentillesse de fermer les yeux ? Est-ce que vous pourriez nous décrire la chambre d'enfant ou d'adolescent dans laquelle vous avez grandi ? Alors, il y a une tapisserie qui imite des coups de peinture sur un mur vert. Donc c'est ma chambre d'adolescent. Et puis j'avais dessiné. Mes parents étaient assez sympas. Ils m'avaient laissé dessiner sur les murs. Et donc, je faisais des reproductions de dessins. Il y avait certains Lem Show. Donc, je dessinais Marilyn et j'avais dessiné aussi le prof vous allez me dire, ça y est, de Pink Floyd. Vous voyez, là, le film avec l'instituteur avec sa baguette. Et ça y est toujours, d'ailleurs. Et mes parents étaient cool quand ils ont fait la peinture. Ils ont laissé les dessins et je dessinais à l'intérieur aussi des armoires. Donc, voilà, il y avait ça. Et puis après, j'ai toujours gardé un peu les vieux livres de même adolescent, de l'enfance, voilà. Il y avait une fenêtre ? Il y avait une fenêtre qui donnait à côté d'une ferme. Du coup, donc je passais du temps, des fois, à la fenêtre, assise sur le rebord, et je regardais les vaches. Voilà. Est-ce qu'il y a... Vous pouvez rouvrir les yeux. Merci d'être venu. Ouais. Est-ce qu'il y a des objets de cette chambre d'adolescente qui sont aujourd'hui dans votre chambre d'adulte ? Non, mais par contre, dans cette chambre, il y a encore énormément de choses et c'est mon fils qui y va.
maintenant. Et donc, il y a encore beaucoup d'objets que j'ai gardés. Les vieux livres, ils sont encore. Les dessins, ils sont encore. Et quelques objets. Et sinon, non, j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai jamais gardé. J'ai toujours pensé que ma maison était quand même là-bas et ailleurs. Je suis... c'est pas que je suis à l'hôtel, mais j'ai jamais eu complètement le sentiment d'avoir une maison à moi et vraiment... J'ai un chez-moi, mais c'est pas... j'ai jamais eu le sentiment de m'installer à vie à un endroit. C'est intéressant ce que vous dites par rapport à la thématique de votre film, ouais. où vraiment la maison est le lieu de repli et en même temps de danger. Exactement. Pour moi, c'est un peu ça oui, ça c'est vrai. Il y a quelque chose qui m'a frappé, on va écouter la bande-annonce juste après, c'est justement l'intérieur de l'appartement de Sylvie. Parce qu'elle est barwoman, elle travaille dans un bar à Brest, puis elle fait un autre métier une fois qu'elle est renvoyée, mais dans son décor, on voit des affiches des Three Stooges, ces 3 comiques américains, on voit une affiche du Bauhaus, d'architecture, et je me suis dit, ça colle pas avec le personnage, et justement parce que votre personnage, il est très dur à cerner. Il ne se laisse pas appréhender par des clichés. Oui, moi je me suis beaucoup, pas battue, mais j'avais un besoin vraiment d'expliquer, d'ailleurs avec les personnes qui cherchaient les décors et après jusqu'à la déco, que j'avais besoin, mais c'était peut-être aussi une vraie volonté presque aussi sociale et politique, de part d'ancrer cette femme dans un univers qui moi me paraissait extrêmement juste et qu'on voyait pas forcément, qui est des gens qui ont des goûts, des choix dans leur vie, qui mettent pas leur ambition forcément au même endroit et ni leur argent. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir de l'argent, mais et donc ils se laissent pas non plus dépasser par des goûts communs. Ils ont et moi j'imaginais cette femme avec vraiment ça, une culture qu'elle s'était faite sans par goût, pas sans par ostentation. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait, pour moi, elle avait une culture musicale. Il y a des livres. Enfin voilà, c'était pas. Je voulais pas non plus filmer peut-être parfois la province vue de Paris, qui serait un petit peu moins cultivée, surtout quand c'est, on va dire, des gens un peu qui sont pas marginaux, mais qui ont des fragilités sociales. Donc, on les met assez vite dans une caricature, mais comme toute caricature, ça existe, hein, c'est clair, je ne dis pas non plus... mais je voulais pas du tout, par exemple, qu'elle soit dans un immeuble, HLM, des choses comme ça. C'est encore d'autres... elle aurait pu, mais je pense qu'elle avait assez décoté, un petit appartement sur une petite place. Enfin, voilà, il y avait... pour moi, la précarité jouait plutôt comme un vautour autour d'elle, plutôt que quelque chose aussi qu'elle ressentait. Et à la liste de ses qualités et de sa culture, de son monde intérieur, il y a le fait qu'elle stimule son fils à faire de la musique et qu'elle arrive à le reprendre quasiment sur les mesures quand il joue c'est de la trompette, hein, c'est ça ? Oui, c'est de la trompette, ouais. Et quand son frère est né, joué par Mathieu Demy, ça me fait tellement plaisir de le revoir, Mathieu Demy. Charisme discret. Ouais. Il l'amène à un entretien d'embauche pour lui donner une deuxième chance et il dit à l'employeur, c'est la meilleure des 3. En parlant de sa sœur, évidemment c'est ce qu'il fallait dire pour qu'elle soit embauchée, mais je me suis demandé comment il fallait l'interpréter. On sent qu'il y a de l'admiration de ces 2 frères pour leur grande sœur. Parce que pour leur sœur. Oui, moi j'imaginais que Sylvie, elle était bonne à l'école, qu'elle avait des facilités et qu'elle était des fois peut-être rattrapée par son tempérament, par des choix de vie, par une société, voilà, elle est dedans, mais elle n'a pas fait ce choix de l'ambition peut-être à des endroits. Et donc, à la fois, c'est effectivement la phrase la meilleure qu'il puisse dire, qui est une phrase d'amour face à l'extérieur. Il pourrait y dire complètement le contraire dans l'intimité. Et en même temps, la réalité, elle est quand même dans l'amour, je pense, qu'il lui porte. Et je pense qu'il y a une forme d'admiration.
pour elle, parce qu'elle est à un endroit que lui n'a pas osé aller. Enfin, il y a quelque chose aussi comme ça. Oui, lui, il a mis sa mie en veilleuse. Et voilà. Et donc, et c'est autant courageux, voilà, je trouve, que de se lever à 8h du matin et d'aller travailler, que de faire le choix de dire je vais travailler de nuit, je vais être dans le monde de la musique parce que ça me plaît mieux. Ou un autre frère qui dit finalement, je ne vais pas tellement participer au brouhaha du monde, je vais être ailleurs. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Je les trouve tous touchants, voilà. Vous disiez tout à l'heure que votre film n'était pas du tout que sombre, il y a beaucoup d'humour par moment dans la manière dont vous présentez les personnages, et notamment, puisqu'on parle donc d'admiration, j'aime beaucoup le passage où le fils, où Sofiane, le plus petit, ne veut pas que son frère lui fasse les leçons, parce que son frère son aîné a un moins bonne orthographe que lui. Donc on a vraiment l'impression que finalement l'éducation de Sylvie est bonne pour ses enfants. Oui, moi je n'avais pas de... pour moi c'est une mère qui a, comme n'importe quelle mère, des ambitions, qui peut se tromper sur finalement aussi les goûts de ses enfants, qui peut aussi les amener là où elle croit bien, enfin elle pense bien faire, et comme n'importe quel parent. Et oui, je trouvais ça important qu'elle ait que l'amour, c'était pas tout dans la famille, mais qu'elle a d'avoir des ambitions. Pour moi, pour ses enfants, je trouve ça plutôt sain. Et en même temps, c'est qu'elle en ait pas, c'est un problème, et qu'elle en ait, c'est aussi un problème. Et je trouve que c'est ça qui m'interroge aussi. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, il y a toujours un petit... Et d'où on le regarde, il y a toujours un petit souci, quoi. Vous-même, vous êtes maman ? Oui. Et quel genre d'éducatrice êtes-vous ? On a l'impression de se chercher tout le temps, en fait, parce que on a envie de... moi je dis on, vous voyez, je me mets à distance, mais j'ai envie qu'il fasse de la musique, moi aussi, par exemple, parce que j'en ai pas fait. Donc on a envie d'offrir ce qu'on aurait aimé avoir, et en même temps, on remplit quelque chose qu'en face, les enfants ne demandent pas forcément. Et puis, on est un peu ballotté entre... on aimerait bien qu'il y ait de la liberté, on aimerait bien en même temps que ça file droit. Enfin, c'est plein de contradictions. Et on essaye, en fait, de faire confiance à son enfant. En fait, c'est un peu ça, c'est un peu galvaudé de dire ça comme ça, mais on est obligé de prendre sur soi. Dans les satellites autour de Sylvie, c'est-à-dire, je veux dire, tous les personnages qui gravitent autour, il y a un personnage, Farid, qui est un bon ami, et sa compagne. Et il y a une phrase quand même qui m'a sauté aux oreilles, c'est que ce couple, à un moment, se chamaille, et on entend la femme dire « Faire un gosse à 40 ans, c'est dur. Ouais. » Est-ce que c'est une problématique en tant qu'artiste à laquelle on peut penser ? Quand on est sur le tapis roulant du cinéma, se dire attention, l'horloge biologique. Oui, je pense que à la fois il y a plein de choses qui sont chouettes, de dire c'est bien, on peut faire des enfants plus tard. Enfin, il y a moins de tabous par rapport à la maternité sur plein de thématiques, et puis confronté à la réalité d'une société qui est pas simple pour les femmes. Oui, c'est pas simple de faire encore un enfant plus tard. Mais c'est pas simple non plus à 20 ans, donc c'est jamais simple. Mais à la fois, cette phrase, c'est une réalité. Et je voulais aussi raconter comment, autour de Sylvie, il y a aussi plein de gens qui sont confrontés à leur propre fragilité, et la fragilité de l'autre, à un moment donné, elle fait peur. Et donc, sa seule protection, c'est de dire pour moi aussi, c'est pas facile, donc je pourrais pas t'aider plus que ce que je fais, quoi. Enfin, voilà. Et je trouve ça profondément humain, juste, et en même temps terrible. C'est-à-dire, plus on crée des fragilités dans la société où on se sent fragile ou éjectable, moins on est en capacité aussi de tendre la main. Les belles choses se méritent, et voici la bande-annonce de votre film, Delphine. Alors, je vous présente Sylvie. Son fils a été placé 6 mois le temps d'une enquête. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu. C'est un principe de précaution. Une mère absente, un mineur blessé, ils ont peur de passer à côté d'un enfant maltraité. Qui a fait le signalement ? La police. Ou l'hôpital. Et vous verrez le juge dans 15 jours. Il ira où pendant 15 jours ? Il ira dans un foyer. Mais non, il ira pas dans un foyer, vous êtes malade, vous, quoi ?
Faut que tu lâches prise. Ils voudront rien savoir de toute façon. Il va pas bien, j'ai besoin de le voir, je le vois Ce quand. qu'on fait, c'est pour vous, c'est dans votre intérêt. À vous de voir quel combat vous voulez mener. Contre eux ou pour votre fils. Il est 16h, Sofiane, on va y aller. Avant qu'ils reviennent chez toi, il faut que tu nettoies tout à la javel. Ta vie, ton frigo, ton passé. Non, mais pas ça, mes meilleurs sentiments. Ah, qu'est-ce que tu veux mettre? Non, mais t'as des sentiments pour le juge, toi? Moi pas, hein. T'es dans des sables mouvants là, plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Ta mère, elle s'en est toujours sortie. Je sais pas comment elle fait, mais à chaque fois, elle s'en sort. Putain, c'est pas assis le cul sur votre chaise que vous allez récupérer vos gosses. Hé crapaud, tu sais qu'on va pas te laisser là-bas, hein, ok? Tu sais ça? Un de vos films favoris, c'est La fiancée du pirate de Lily Kaplan. Je vous ai demandé il y a quelques jours vos 3 films favoris. Eh bien, La fiancée du pirate, avec Bernadette Lafont, se termine par une femme qui quitte tout et qui s'en va. Ah oui, en plus, je pense que à cette question-là, effectivement, des films préférés, je suis revenue à mes souvenirs de plaisir de cinéma où d'un seul coup, je me dis, oh, c'est fou ça, comme histoire, ou des choses un peu comme ça. Donc, je suis revenue parce que des films qui me plaisent, il y en a plein. Et c'est vrai que ce film-là, il m'avait tellement réjoui. Je l'avais vu ado, peut-être que je serais encore, peut-être que c'est un peu vieilli maintenant, mais tellement réjouissant. Et puis aussi une figure d'une femme. Enfin, j'avais trouvé ça tellement subversif quand j'avais, je sais pas, vu quand j'avais 14 ans, quoi. On essaiera d'écouter un extrait à la fin de l'émission. Et les 2 autres films, pour appâter l'auditeur, c'est Le festin de Babette de Gabriel Excel et Drôle de drame de Marcel Carné. Mais pour revenir à Rien à perdre, il y a 2 jolies métaphores au début du film. C'est cette poule. Cette poule dont Virginie Efira, qui donc travaille comme barwoman dans un bar de Brest, dont elle hérite et dont elle ne sait pas se débarrasser. Puis à un moment, il y a un frère qui dit à l'autre non, elle ne pourra pas s'envoler, cette poule, parce qu'on leur a coupé les ailes. On pense évidemment à ces personnages et à la maman à qui on a coupé les ailes. Tout ça, c'est des choses qui viennent d'une sorte d'écriture automatique pour vous, à l'écriture du scénario, ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles il faut être moins intellectuel que ça? Non, c'est vraiment voulu. C'est vrai que quand j'écris cette scène, je me dis qu'est-ce que ça peut incarner, parce que on a peu de temps quand on écrit des scènes dans un film. Au fond, ça va vite, et je me dis ça peut pas être simplement une scène avec une poule. Voilà, ça peut pas être que ça. Qu'est-ce que ça peut? Alors après, il n'y a pas une nécessité de la comprendre plus que ça, mais c'est vrai que quand je l'écris, c'est sûr que ça m'intéressait de comprendre qu'effectivement les poules à la naissance, on leur coupe les ailes, et elles peuvent pas. Qu'a priori, c'est quand même parce qu'il y a les poules, elles sont un peu méprisées, quoi, dans la société. C'est quand même l'animal quand même qu'on parque, et on a l'impression et en fait, elles peuvent voler, les poules. Donc je trouvais ça très beau, et qu'on leur rendait pas ça. Et donc il y avait quelque chose un petit peu de cet ordre-là, ouais. Et pour vous éviter une visite chez le psy, dans La fiancée du pirate, le meilleur ami de Bernadette Lafont, c'est un bouc. Ouais. Je sais. Mais après, moi, j'ai un truc avec les animaux et les choses, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi, toujours de l'animalité, et il y a de la propre, je sais pas, la sauvagerie, ou comment on éduque les gens. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Oui, et son meilleur ami, c'est plutôt, effectivement... Mais vous-même, vous êtes un animal. Delphine, vous êtes une... C'est vrai. Oui, c'est bon. Vous êtes Madame Dauphin. Ouais, c'est vrai. Alors, la deuxième métaphore, pour revenir au cœur de votre film, qui m'a beaucoup touché, c'est quand les choses s'accélèrent négativement, hein, quand les services sociaux débarquent. Le petit Sofiane a perdu sa maquette. Ouais. Et donc, sa maman cherche la maquette partout, parce que c'est très important pour lui. Elle la retrouve sous le lit, elle parvient à la retrouver, et la maquette est cassée. Et j'ai trouvé que c'était une très belle métaphore de la famille qui est cassée, parce que le grand absent du film, c'est le père qui est mort. Exactement.
C'est vrai qu'on glisse un petit peu des éléments et le fait que quand elle retrouve ce qui est un peu son objet, qui a l'air d'être l'objet du moment ou le jouet du moment, finalement il est quand même cassé, donc il n'en fait pas un drame, mais il y a quand même quelque chose de brisé sous le lit dans cette famille. Voilà, il y a quelque chose quand même un peu comme ça, dont l'idée n'est pas d'aller le sonder, justement, c'est pas d'en trouver une explication des traumas qu'il pourrait y avoir dans cette famille, mais de glisser quand même la réalité de cette famille et comment on vit sans en parler, de petites... qui est propre à chaque famille, c'est-à-dire les petits soucis ou les grands drames, qu'est-ce qu'on en fait, et puis ça peut être sous le lit, un peu cassé, et c'est pas pour autant vécu comme un drame, mais à quel moment on sait que ça reste douloureux pour les gens, c'est des questions un peu insondables. Quand Sean Penn a fait Into the Wild, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Oui, je l'ai vu, j'adore. Magnifique. Il disait quand même que son film questionnait l'absence du père. Le père est vivant, mais le père est tellement effacé, tellement insignifiant que le fils n'a aucune raison de rester et il s'en va. Votre film, c'est un film sans père. Okay. Il y avait un livre de psycho il y a quelques années qui s'appelait « Père manquant, fils manqué ». Là, le personnage de la maman, Sylvie, elle éduque pour deux. Et est-ce que vous pensez que c'est ça aussi la source de ces névroses ? Non, je pense pas. Je pense que ça peut être un souci par rapport au fait qu'elle peut être plus facilement pointée du doigt et elle peut se retrouver dans des fragilités. Mais pour moi, leur absence, c'est pas vécu comme un problème et je voulais pas en faire un problème. Donc pour moi, ce qui était peut-être un peu nouveau, c'est de le prendre comme une donnée qui est de toute façon aujourd'hui un vrai, énormément de femmes élèves ou aussi beaucoup de pères de familles monoparentales. Si il y en a de plus en plus et si c'est de accepter, il n'y a pas de tabou aujourd'hui avec ça, ça reste quand même aux yeux de la société, quelque chose à regarder. C'est quand même quelque chose à questionner et Mais moi, en tant que cinéaste, je m'extrais de ça. Et elle, peut-être que son problème à Sylvie, c'est pas de se rendre compte que ça peut être une faille aux yeux de la société. Elle le gère, sa famille, c'est un peu un joyeux bordel, mais géré. Mais ça crée forcément un déséquilibre à des endroits, mais qui au fond ne troublent rien de son quotidien. Alors comme vous avez un passé de documentariste, j'ai été très attentif en voyant votre film à tout ce qui était dans le champ et tout ce qui est hors champ, parce qu'en fiction on peut davantage, comme le dit je crois Lars von Trier, aller à la pêche. Et être un documentaire, il faut davantage chasser les images. Or, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'incident qui détermine tout dans le film n'est pas vu. C'est-à-dire la brûlure. Et ensuite, le deuxième incident de Sofiane, quand il tourmente un petit garçon, vous ne le montrez pas non plus. Et c'est au spectateur de voir, de comprendre les conséquences de l'acte sans les avoir vues. Oui, parce que un peu comme ce qu'on disait au tout début, c'est que ce qui m'intéressait, c'est toujours un peu les conséquences, et c'était jamais vraiment le combat, même au sens, mais après les rings. Donc à chaque fois, après il y a quand même des scènes où moi j'aime bien filmer un peu la bagarre quand même, mais c'est plus la réaction sociale des choses qui m'intéressait et que mettre de l'image dessus. Sur justement, ça allait soit illustrer et du coup empêcher l'imaginaire d'avoir juste un enfant qui se bagarre. Ça dépend de chacun, du curseur, quoi. Donc il n'y a pas de curseur du coup. C'est juste une donnée qui est que c'est assez dérangeant, en tout cas Sofiane qui va se bagarrer en hors champ, ou alors l'accident. L'accident, je décide aussi de le mettre en hors-champ parce que je sais que je ne veux pas être complètement dans un drame. Et je sais que si je le mets là, j'inscris quelque chose d'extrêmement dramatique.
au risque effectivement que les gens minimisent du coup l'accident et minimisent la responsabilité de la mère. Je sais que ça pourrait être contestable d'ailleurs. Parfois, je me dis, tiens, les gens ils sont vachement pour cette mère, mais je le rappelle, elle était quand même pas là. Il y a quand même eu un grave accident. Et donc, pour moi, ça jette le trouble aussi où elle n'était pas là. Elle n'était pas là, donc comme on la suit surtout elle, il y a aussi cette... elle-même n'en a pas complètement conscience puisqu'elle n'y était pas. Donc c'est un peu ça, voilà, ça se joue autour de ça. Robert Noisneau disait « Suggérer, c'est créer, décrire, c'est détruire ». Je trouve que vous avez trouvé le bon dosage entre la suggestion et la monstration. Pourquoi est-ce que le personnage... Pourquoi Virginie Efira vous a-t-elle fait penser à Jack Nicholson ? Est-ce qu'on ne frise pas avec la folie ? Ouais. Je rappelle que Jack Nicholson veut tuer son fils. Ouais. Et dans Shining. Ouais. Et mais j'avais envie d'avoir une énorme, enfin une figure, parce qu'effectivement il y a quelque chose pour moi qui est un peu non genré. Je sais pas comment expliquer qu'il y avait pas de père dans cette histoire. C'était une femme, on va dire, forte parce qu'elle gère tout, mais bon, c'est pas non plus d'être très fort de tout gérer. C'est presque le quotidien de beaucoup de monde. Et Jack Nicholson, je trouvais qu'il y avait une force cinématographique et un challenge. Pour Virginie, je me disais, c'est un premier film, elle a joué beaucoup. Ça peut être intéressant pour elle de casser aussi quelque chose qu'elle aurait pu déjà jouer, en étant quand même dans la veine de femme qu'elle a. Voilà. Et je me disais, Jack Nicholson, ça incarnait pour moi le cinéma américain, une espèce d'énergie, de force, de quelque chose de corporel, et qui n'est pas dans une séduction féminine du tout, mais dans une puissance de jeu. Et donc, j'ai trouvé que dans certaines scènes, on n'en a pas plus discuté que ça, mais je pense qu'elle en a puisé une sorte de petites choses, de petits détails, de manière de se poser, d'être un peu... corporellement aussi. Voilà. Les moments où elle ne parle pas, où elle retient ses mots, à l'image, ça a un effet extraordinaire sur le personnage. C'est-à-dire que comme elle est très discursive, qu'elle parle beaucoup et qu'elle est en colère contre tout et parfois comme elle-même, les moments où elle ne dit rien deviennent archi puissants. On va écouter un autre extrait de votre film, le premier. Ça a été ? Il est 16h, Sofiane, on va y aller ? C'est l'heure. Je pas fini. Allez, Sofiane. Sofiane, je finis. On t'a expliqué, Sofiane, tu sais ? On a dit l'heure, c'est l'heure, il y a des règles. T'entends ? Allez, Sofiane, s'il te plaît. Il faut vraiment y aller là maintenant. C'est pas toi qui décides, ça suffit. Sofiane. Il y a d'autres familles qui attendent, Sofiane. Quand un petit garçon s'accroche aux cheveux de sa maman, alors que la visite est terminée, qu'il doit partir, c'est un peu un cordon ombilical, non ? Oui. Oui, s'il y avait quelque chose, j'avais une volonté aussi un peu de chose de violence, d'arrachement, en fait. Il y a quelque chose comme ça qui est un peu tendu, et puis on se raccroche à ce qu'on peut. Donc effectivement, et puis cet embarras, enfin cette scène, c'est l'embarras même de tout le monde, parce que finalement au milieu de toute cette histoire, c'est quand même l'histoire de l'enfant, au fond. Mais et presque tout, c'est à deux doigts que tout le monde puisse être contre cet enfant, et parce il devient, ça le détraque lui aussi dans son rapport à sa mère. Et donc ça, c'était une scène, quand je l'ai écrite, je me disais, mais elle va pas être simple à jouer. Elle va pas être simple. Et en retrait de l'image, là on a entendu le son, il y a cette merveilleuse comédienne qui s'appelle India Air, qui joue l'assistante sociale de référence. Et comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que malgré la dureté de la vie dans votre film, chacun a droit à une seconde chance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une violence en apparence, mais à un moment, on a l'impression quand même qu'en France, il existe encore un filet de sécurité pour les pauvres et les malheureux. Oui, et puis d'ailleurs, il est présent tout le long. Les associations, jusqu'au bout, la société lui trouve des solutions à ces liens. Il n'y a pas il y a une possibilité à chaque fois, il y a une réponse
bonne, pas bonne, acceptable ou pas acceptable, mais il y a quelque chose qui existe. Ça, c'est encore une fois, c'est le choix individuel après de dire non, d'échapper et de se dire est-ce qu'on se prend cette chance-là ou pas, ou comment on le vit. Mais oui, moi je trouve qu'il y a heureusement un tissu associatif qui est extrêmement fort, mais on peut aussi s'inquiéter du fait de ce que je disais, un peu de l'usure, que chacun se trouve éjectable et ça use justement ça. Et un des meilleurs amis de Sylvie, donc Farid, qu'on a mentionné tout à l'heure, il a cette phrase quand même forte. Il dit « Moi, j'aurais bien aimé être dans un foyer. » Évidemment, c'est très ironique par rapport à ceux qui essayent de l'éviter, le foyer. Oui, parce qu'il y a une multitude de réalités. Et donc, encore une fois, le film n'est pas du tout pour se placer contre une quelconque institution. On peut l'interroger, on peut essayer et tant mieux si les gens s'en servent pour ça, enfin, on peut voir le film par rapport à ça. Mais encore une fois, dans les parcours individuels, c'est l'histoire de Sylvie, il y a l'histoire de Farid, et si j'avais raconté l'histoire de Farid, j'aurais raconté une totale autre histoire qui n'aurait pas eu le même rapport du tout aux institutions, à la vie, parce que, encore une fois, pour moi, c'était les personnages qui allaient guider le scénario, leurs émotions, mais j'avais besoin que ça transpire aussi, qu'il y ait cette contradiction-là, qui mette aussi Sylvie face à ses choix, parce que plus on lui dit, mais en fait, c'est pas tant le problème des autres ou de ce qui pourrait être, c'est toi, qu'est-ce que tu vas décider, qu'est-ce que tu vas faire toi. Sylvie a 2 frères. Ouais. Ils sont donc 3. Aucun n'a de vie amoureuse. Ouais. Pour moi, il y avait aussi un peu les perdants de l'amour, ça c'est sûr, qui est quand même aussi un peu un... on va me trouver pessimiste, mais c'est vrai que c'est quand même, on est un peu... alors, il y a de l'amour entre eux qui s'exprime, mais il n'y a pas aussi... voilà, moi je pense que ils sont marqués par quelque chose d'un peu... ils ne le vivent pas forcément mal, hein, mais ils sont chaotiques aussi à ce niveau-là. Ils sont chaotiques tous les 3 dans leur vie, à des endroits totalement différents. Et donc, pour moi, effectivement, la stabilité amoureuse, hein, elle est pas du tout évidente pour eux. Mais ils n'ont même pas... Alors, à un moment, je crois que Sylvie dit « Mais j'ai pas le temps d'avoir un amoureux. » Mais quand il y a 3 personnages qui n'ont pas le temps d'avoir un fiancé ou une fiancée, ça pose aussi des questions frappantes sur avoir le temps. Est-ce que on aime ou on travaille ? Oui, ou alors il y a aussi peut-être un rapport à la vie qui est à l'ordre de la stabilité, à ce qu'on cherche. J'imagine que pour des raisons différentes, Sylvie, effectivement, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de sa liberté qui a peut-être du mal à se fixer. Et puis bon, c'est pas si simple non plus de trouver l'amour, on va dire. Et peut-être que son autre frère, c'est plus parce que il est pas prêt encore à ça, même malgré qu'il approche les 40 ans. Et puis un autre parce que, à l'inverse de Sylvie, il lui manque un peu de liberté pour aller vers l'autre. Vous aviez vu le film de Lucas Belvaux qui s'appelait 38 témoins ? Non. Qui se passait au Havre ? Non. Et où un des personnages, un policier, dit dans cette ville, 50% des habitants sont sous neuroleptiques. Et vous, votre film se passe à Brest. Ouais. Que vous filmez très bien, mais que vous filmez de manière très pudique. C'est-à-dire votre film est une incroyable succession de décors plutôt d'intérieur et quelques poses en extérieur. Qu'est-ce que ça fait de tourner à Brest ? Moi, c'était une vraie volonté de tourner à Brest. J'étais bretonne, je pense que j'avais besoin de tourner quand même. Je ne connaissais pas spécialement Brest, j'ai jamais vécu à Brest, mais j'avais besoin d'une ville en Bretagne. Enfin, ça, c'était quelque chose pour des raisons différentes. La Bretagne, parce que je suis bretonne. Une ville, parce que j'avais envie de filmer. Je voulais pas filmer le désert social. Je voulais filmer quelque chose de vivant. Et Brest, pour moi, c'est une ville lointaine, mais vivante, où il y a de la musique et où ça peut être ça vit en dehors de Paris, quoi. Voilà, ils n'ont pas besoin de Paris pour vivre. Donc c'était, il y avait quelque chose un peu comme ça. Et je sais plus, votre question, c'était quoi ? Comment on filme Brest ? Mais je peux la prolonger si vous voulez. Oui, comment on filme Brest ? C'est filmer l'image même que j'avais de Brest, c'est-à-dire dans l'ambiance. J'ai envie de filmer plus l'ambiance de Brest.
Et j'avais aussi envie de la filmer comme un territoire de cinéma, c'est-à-dire je voulais pas m'attarder non plus sur ces décors. J'aurais bien filmé un peu plus le port, parce que je trouvais ça pas mal, mais ça correspondait pas après au film. Voilà. Carl Jung, le psychanalyste, disait que la plupart des névrosés qu'il recevait dans ses cabinets, c'était des gens des ports. Des gens des côtes, parce ces gens-là sont évidemment très sensibles aux allées et venues des gens qui peuvent débarquer chez eux pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que vous pensez que ça joue ? Oui, alors moi, je dis oui avec un grand oui, parce que c'est aussi, j'adore les zones portuaires par rapport à ça, parce que je trouve que les zones d'arrivée et de départ, c'est des zones de tragédie, de drame, de plein de choses, de choses qui se jouent intimement, mais aussi de parcours de vie. C'est où ça se termine, où ça commence. Et c'est souvent... et c'est assez beau parce que c'est un peu des fois industriel. Il y a donc oui, moi je trouve que il y a quelque chose de fort visuellement, mais forcément qui marque les gens. Je sais pas exactement où, mais c'est sûr. Et y compris pour ceux qui restent. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi souvent dans les zones portuaires, c'est que c'est un lieu de passage, mais il y a ceux qui sont là tout le temps et qui voient les autres arriver, les autres partir. C'est ça qui me trouble. Il y a quelque chose que j'ai remarqué à la fin de votre film, c'est l'apparition du titre à la fin. Et, sauf erreur de ma part, le titre n'apparaît pas au début. Oui, et je trouve ça très bien, parce qu'on a l'impression que vous nous plongez dans une réalité sans essayer de nous donner d'indices. C'est-à-dire que le titre, c'est Rien à perdre, mais c'est surtout un film. Exactement. Parce que le titre, c'est toujours un peu dangereux. Alors, si tout le monde a bien suivi, c'est que le titre, il a changé en cours de route. Et donc, le titre, il est quand même plus clairement, il dit plus de choses que Rodéo, qui était plus énigmatique. Et là, si on le mettait au début, je trouvais que ça donnait une couleur. Et puis aussi, ça cassait quelque chose, puisque le film commence quand même dedans, et il n'y a pas d'arrêt, en fait. On est dedans jusqu'à la fin. Donc, oui, ça cassait le rythme, de toute façon. Mais c'est la première fois que ça me frappe autant depuis le film de Denis Villeneuve qui s'appelait Incendie. Qui est un film terrible, et à la fin le titre apparaît en couleur rouge sur les images, on se dit ah oui c'est vrai au fait, je ne savais même pas où j'étais. Votre film, dans votre film Rien à perdre, la parole est très importante, la parole intrafamiliale, la parole sociale, etc. Et j'ai trouvé très touchant que finalement la parole la plus importante, c'est un mensonge qui a lieu au téléphone, quand le frère aîné ment à son frère cadet qui est dans une famille d'accueil, en lui faisant croire que maman est à côté, etc. Et j'ai trouvé très beau ce subterfuge pour montrer le pouvoir de l'enfance aussi. Oui, la nécessité aussi du mensonge pour adoucir la vie, ça c'est sûr. La nécessité aussi de créer, parce que c'est un mensonge en tout cas à cet endroit-là, mais qui est aussi une manière de consoler, ou en tout cas de créer aussi. C'est comme le cinéma, et parfois on pourrait dire c'est du faux. C'est une manière de créer du faux pour être dans la douceur des choses, quoi, en fait. Et il essaie de créer aussi un univers à travers ça, c'est-à-dire de recréer une réalité en disant maman elle est là et il voit pas, mais donc ça a du bon de créer du faux, en fait. Moi, je dirais ça plutôt que le mensonge, parce qu'on se dit le mensonge, c'est trop calculé et il y a quelque chose. Mais oui, voilà. Et le deuxième message d'espoir, c'est quand on apprend que tant qu'il y aura des malheureux sur cette planète, on pourra faire des gâteaux. Ouais, c'était ça. Et je trouvais, c'est vrai que je trouvais que déjà Jean-Jacques, c'est un peu le personnage finalement un peu qui trouve lui son équilibre au fond. Il peut faire des études de cuisine. Et voilà, c'est ça. Et que ce côté qu'il faut adoucir le monde quand même. Alors on va écouter un extrait de La fiancée du pirate de Nelly Kaplan. Ah, chouette. Tu as fait une bonne soirée hier? En tout cas, elle a très bien fini. Je veux dire chez Félix. Oh, pas mauvaise, pourquoi? Parce qu'il faut pas m'oublier. Tu sais, faut demander ça avant. Sinon, on aura de mauvaises surprises. Comment tu veux, 2, ça te va? Oui. Faut jamais dire oui si vite.
Mais raconte-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Tous ces gens-là te détestent. Faut pas que tu restes à tes liés, Marie. Ils finiront par t'avoir. T'es très belle, Marie. Viens avec moi. Tu seras libre. Tu mangeras à ta faim. Tu connaîtras du pays. Et puis tu pourras aller au cinéma tous les soirs. Tu verras. Pour toi, je passerai des films formidables. Des films comme t'as jamais vu. Non, je dois rester ici. Pourquoi? Tu dois rien à personne. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces gens-là? Point commun entre Rien à perdre, votre film Delphine Deloger, et La fiancée du pirate, c'est une femme seule, mais pas esselée, et qui est obligée de trouver sa place au milieu d'un environnement pas hostile, puisqu'on a dit justement qu'il y avait des filets de sécurité, mais il faut quand même qu'elle trouve sa place. Oui, c'est à la fois... moi, je trouve qu'elle a à la fois totalement sa place et en même temps, elle est quand même sur une sorte de siège éjectable. Voilà. Il y a quelque chose un peu comme ça. Donc, sa vie, on sent que, pour moi, quand le film démarre, en tout cas de Sylvie, elle est quand même toujours un peu en état d'urgence et je pense que c'est comme ça tout le temps. Et presque l'accident, il est grave, mais d'une certaine manière... Peut-être elle a un péché d'orgueil et elle imagine qu'elle peut gérer ça aussi, même si elle n'était pas là, même si... Et c'est là où elle se trompe aussi un peu. C'est qu'à ce moment-là, elle aurait dû... Voilà, il y a quelque chose un peu de l'ordre aussi qui est intéressant chez les personnages sur l'orgueil de penser qu'on peut... que ça va le faire. Et j'ai choisi cet extrait de La fiancée du pirate parce que finalement, la seule personne avec qui elle fait l'amour de manière heureuse, il est projectionniste de cinéma. C'est ce qu'on vient d'entendre, c'est Michel Constantin. Ça. Et comme on a dit dans cette émission que le personnage de Sylvie, Virginie Efira, avait un monde intérieur culturel qui était peut-être tapi dans l'ombre et éteint, je trouvais que c'était un bon... Oui, c'était... Il y a quelque chose effectivement de cet ordre aussi, du coup, de l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est important aussi de créer des personnages de cinéma qui ont leur propre imaginaire et forcément leur propre référence. Et certainement, je me souvenais plus dans La fiancée du pirate, mais je pense que ça veut dire aussi quelque chose, c'est évident. Nelly Kaplan, quelques années avant de mourir, a révélé qu'un producteur aurait voulu produire La fiancée du pirate, mais il ne l'a pas fait parce que lui, ce qu'il voulait, c'était que le personnage de Bernadette Lafont meure pour qu'elle paye ce qu'elle a fait, c'est-à-dire coucher avec des gens pour de l'argent. Et qu'évidemment, le thème du film, c'est que la liberté d'une femme, c'est aussi la liberté de son corps. Exactement. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Est-ce que vous avez hésité sur la fin de Rien à perdre? Énormément. Et c'est surtout que c'est pas que j'ai hésité, c'est que je la trouvais pas. Oui, là, du coup, c'est pire que de l'hésitation. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était... à chaque fois pas satisfaisant. Moi, je me disais, qu'est-ce qui peut être... Et je trouvais que dans des cas comme ça, c'est... étant donné que le désir était quand même de créer des personnages, même si c'est nous qui les avons créés, je me suis dit, cette femme, qu'est-ce qu'elle peut faire, en fait? Comment c'est possible qu'il ne soit pas déceptif par rapport à ce personnage, pas par rapport à ce qui serait bien pour tout le monde autour, ou même le spectateur, qu'est-ce qui serait bien pour le spectateur? C'est non. Qu'est-ce qui serait bien pour la société? Non plus, c'est pas l'argument. Qu'est-ce qui serait bien pour ses enfants? Non plus. Donc c'est qu'est-ce qui serait bien pour cette femme par rapport à... C'est pas ce qui serait bien moralement, qu'est-ce qui serait logique par rapport à elle et ce qui et l'élan, l'énergie de cette femme. Donc voilà, il restait que... c'est un peu presque par déduction, et comment cette femme, elle, écrit son destin, en fait. Le public, donc, découvrira en salle votre fin. Autre point commun entre La fiancée du pirate et Rien à perdre, c'est la prévalence, j'allais dire l'omniprésence, mais c'est trop fort, de l'alcool. Ouais. C'est très important dans Rien à perdre. C'est-à-dire qu'à un moment, le seul personnage un peu antipathique, c'est un mec très lourd au bar qui la drague, Sylvie, et qui s'accroche à elle. Bon, il y a de l'alcool dans toutes les villes, mais dans La fiancée du pirate, il y en a aussi beaucoup. Ils sont presque tous au comptoir avant d'aller la conquérir. Ouais, ça dit deux choses forcément. L'alcool, pour moi, c'est à la fois la fête, à la fois
On peut aimer la fête, boire et pas être alcoolique. Et en même temps, ça dit aussi une société qui a besoin de s'amuser, qui cherche des moyens aussi de s'évader. Donc, c'est... voilà, c'est... De se perdre. Oui, pour se perdre. Il y a un besoin d'échapper quand même à quelque chose qui est au choix qu'on fait et qui nous pèse. Donc l'alcool est un bon... on oublie un peu... voilà, c'est pas boire pour oublier, c'est boire pour s'amuser. Mais il y a un peu de tout, quoi. Alors, votre second film du Panthéon actuel, c'est Le Festin de Babette. Alors, j'ai pas trouvé d'extrait en version française, donc j'épargne aux auditeurs, aux auditrices un extrait sans traduction. Qu'est-ce que vous aimez dans ce film, en quelques mots? Alors moi, c'est des souvenirs, parce qu'en fait, je l'ai pas revu, mais vraiment depuis que je l'ai vu. En fait, je l'ai vu qu'une fois. Mais je repense souvent à ce film, parce que j'avais trouvé le scénario ou l'histoire complètement... étrange, totalement étrange, d'une femme qui va se mettre à cuisiner. Et j'ai un souvenir comme ça de temps, de moments comme ça assez prenants, assez poétiques, en fait. C'est un souvenir évanescent, vraiment, Le Festin de Babette. Je n'ai pas un souvenir très clair. Et ça se trouve, pareil, je regarderais, j'aurais du mal. Mais j'avais un plaisir à regarder parce que j'étais étonnée. J'étais étonnée des personnages, j'étais étonnée qu'on fasse un film comme ça. Parce que pour moi, les films, c'était avec autre chose, mais pas quelqu'un qui fait à manger. Enfin, avec des choses... Et ça m'avait plu parce que c'était beau. En fait, c'était très beau. Stéphane Audran, donc, fait à manger, révèle la personnalité cachée des gens. Et comme par hasard, le fils aîné de votre film, il veut faire à manger. Oh, bah oui, c'est mes bons sang. C'est vrai. Alors, comme il reste 3 minutes, je voulais juste... puisque j'ai un coup d'avance sur vous, puisque j'ai revu ces films-là pour préparer cette émission, il y a une phrase que dit Stéphane Audran dans le film, qui va sûrement vous toucher. Elle dit « Un artiste n'est jamais pauvre ». Parce qu'à un moment, elle dilapide tout son argent et donc les bourgeoises lui disent « Mais comment vous allez vivre? Comment vous allez faire ?» Elle répond « Un artiste n'est jamais pauvre ». Un mot rapide sur Drôle de drame de Marcel Carné? Ouais, moi c'est un peu pareil. C'est que c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, mais qui était déjà un vieux film quand je l'ai vu. Et l'a priori de dire « Ah, c'est un vieux film, oh là là, mon Dieu !» Et c'est hyper drôle. C'est vraiment un film réjouissant. Enfin voilà, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de ces 3 films que j'ai cités. Drôle de drame, c'est un film extrêmement réjouissant que je trouve finalement assez... extrêmement bien écrit, drôle de ce que ça dit de la société, de la bêtise de la société. Enfin voilà, il y a plein de... J'avais revu avec mon fils et c'est un plaisir de cinéma, mais de jeu, de dialogue, et je sais pas si ça vieillit, je l'ai pas revu récemment, mais pour moi, par exemple, ça avait pas... Quand je l'avais vu, c'était, voilà, encore une fois, un vieux film et pas du tout vieillot, quoi. Est-ce que la phrase mantra de votre film... Rien à perdre, c'est pas celle que prononce un des frères qui dit « On ne vit pas tous dans la même réalité ». Ouais, ça c'est certain. Moi, je m'en rends compte même quand je fais des films et que je discute après de mon travail, je me dis, c'est sûr qu'après, bon, c'est un peu facile de dire ça, que tout est histoire de point de vue, de là d'où on est, mais c'est la vaine tentative d'aller vers l'autre sans arrêt, et le cinéma, c'est ça aussi, c'est d'essayer de raconter un monde concret et essayer d'amener des gens dedans et d'essayer qu'ils le regardent avec des grands yeux ou avec des petits yeux, avec des yeux humides parce qu'ils ont rigolé ou pleuré. Mais c'est un peu ça. Donc, Vous êtes prête pour le questionnaire rituel de fin d'émission? D'accord. Delphine Deloger, où étiez-vous lors du passage à l'an 2000? Alors, je faisais la fête dans une maison de campagne. Voilà, il y a très longtemps. Vous savez qu'on a des invités expansifs. Nous avons aussi des invités qui se restreignent. Vous? Oui. Quelle campagne? Okay. Voilà, en Bretagne. Et d'ailleurs, ouais. Voilà, mais c'est assez... je m'en souviens pas très bien, c'était pas une super chouette fête. Je connaissais personne. Quel est le personnage historique que vous aimeriez ressusciter pour un dîner en tête-à-tête? Alors là, je me disais que Léonard de Vinci, il aurait plein de choses à me raconter. Est-ce que vous avez déjà pensé à la musique que vous aimeriez que vos proches entendent lors de vos funérailles?
Alors moi j'ai plein d'amis musiciens et je pense que j'aimerais qu'ils viennent faire un boubli-boulga de leur musique à eux, quoi. Je pense que j'arriverais pas à choisir un morceau. Ce serait mieux que les feuilles mortes qu'on entend dans votre film. Oui, parce que je me dis, si je choisis un morceau, si c'est gai, j'ai envie que les gens ils pleurent. Les gens ils disent que souvent il faudrait être joyeux. Moi j'aimerais bien que les gens soient tristes, en fait. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un, ce qui arrive parfois sur les tournages. Quel est le DVD que vous envoyez quelques jours après pour montrer quand même que vous aimez cette personne ? Peut-être le film comique dont je te parlais tout à l'heure, Certains l'aiment chaud. Parce que je trouve que c'est gai et un peu drôle et je sais pas, il y a quelque chose d'un peu aussi réjouissant. Donc je sais pas, je me dirais tiens. Voilà. Quelle est la dernière fois que vous êtes passé devant la maternité où vous avez vu le jour ? Il y a pas très longtemps, parce que moi je vais très souvent chez mon père et à Paimpol dans les Côtes d'Armor, pour tout vous dire. Et donc c'était quand je suis allée faire une radio du pied cet été. Imaginons que demain matin vous puissiez tout prendre avec vous. Votre amour, votre travail, votre poule. La poule, je fais allusion au volatile qu'on voit dans votre film. Demain matin à 9h, vous vous télétransportez dans quelle ville ? Alors ça c'est vraiment une colle, parce que c'est vraiment difficile pour moi, mais certainement si je dois y rester pour tout le temps, je dirais la ville où je suis née quand même, vers Paimpol. Mais sinon, si c'est pas ça, c'est genre San Francisco. Je sais que vous allez dire Perros-Guirec. Ah bon. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée comme ça, en bagoudant, et puis au détour d'un couloir, sans penser à rien, vous voyez une peinture, une sculpture, une photo, et vous vous dites mais c'est moi ? Alors non, ça m'est jamais arrivé, mais par contre, je me dis, dans l'identification de quelque chose, d'un sentiment, forcément, mais c'est des choses un peu d'ado, le cri de Munch, je sais pas, c'est moi, mais je me dis que c'est un peu tout le monde, c'est surtout ça. Donc j'ai l'impression que je me reconnais quand j'arrive à me reconnaître dans ce que pourrait être tout le monde. Je sais pas si c'est clair. Oui, très clair, d'autant que Munch a la même nationalité que le réalisateur du Festin de Babette. Ah oui, c'est ça, mais je pense que moi j'aime beaucoup de toute façon les pays nordiques dans la manière d'aborder la société et la vie. Et dernière petite question, est-ce qu'avant de prendre une décision importante, vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel ? Marguerite Duras disait qu'elle ne pouvait se mettre à écrire le matin que si son lit, les 4 côtés, étaient impeccablement faits. Moi, il faut que exactement... quand je travaille, c'est ça ? Ou quand j'ai une décision ? Une décision à prendre, quelle qu'elle soit. Il me faut un papier, un crayon et je note. Il faut que je note tout. Parce que sinon je vais pas, sinon mon esprit est pas clair, et donc il faut que je l'éclaircisse, et il y a que sur le papier que je peux, parce que ma tête est un vrai brouillon, donc ça va passer par là. Donc il me faut un cahier tout propre. Merci beaucoup Delphine Deloger d'avoir été l'invitée du Vrai Monde. Votre film Rien à perdre est à l'affiche depuis 3 jours maintenant. Bonne chance. Merci. À bientôt.